Salut la bande de nazes! Aujourd'hui, j'ai encore eu une super idée. Je vais faire comme CD Projekt avec leur jeu. Vous savez, Cyberpunk 2077, le jeu naze plein de bugs. Eh bien, ma 3080 Ti, elle sort plus. Vous y comprenez rien? Moi non plus. Autre info importante, Gigabyte a annoncé 12 modèles de 3080 Ti. C'est pas 12 modèles, hein. C'est 12 cartes en tout qui seront fabriquées. Pour le monde entier, 12 cartes. Venez pas dire que je vous ai pas prévenu. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle Actu du Geek. On va parler de quoi? On va parler de Cyberpunk. Et oui, Cyberpunk, ou plutôt d'un essai qu'a fait un abonné avec sa RX 6800 XT, vous comprendrez pourquoi. On va parler également de RX 6600 et 6500, les nouvelles cartes graphiques de AMD qui vont bientôt arriver. On va parler de PC Gamer, je regarde toujours les prix et je vais vous parler d'un prix, enfin d'une ancienne génération qui est vraiment à un prix très intéressant. Vous pourrez d'ailleurs en commentaire me dire ce que vous en pensez. On va parler d'un nouveau casque qui va arriver chez Xbox qui coûte très cher. On va parler de Nvidia, encore Nvidia, ça s'en va et ça revient. Oui, je sais, il va pleuvoir la semaine prochaine. On va parler de la RTX 3080 Ti, encore une fois. On va parler bien entendu aussi de Outriders. J'ai commencé à essayer et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, Bang & Olufsen va sortir un casque pour la Xbox. Un casque sans fil, bien entendu, gamer, est plutôt assez cher, 500 €, mais d'une grande qualité. Et bien c'est ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo sur la Xbox Wireless, en l'occurrence sur le casque Xbox Wireless, qui est un bon casque, je n'en doute pas, mais qui est un casque gaming, qui n'a pas, on va dire, la qualité hi-fi d'un casque, en particulier filaire, de bonne qualité, mais de ce casque-là aussi. Je pense que ce casque, je ne l'ai pas testé, mais je pense que ce casque va faire l'affaire. Ma fille, en l'occurrence, a acheté un Bose 700 que j'ai pu essayer, et je peux vous dire que c'est vraiment superbe. C'est un casque à isolation dynamique, donc vous pouvez vraiment être isolé en termes de bruit extérieur, mais surtout qui a un rendu quand même assez exceptionnel. Et bien voilà, je pense que ce casque-là aussi aura un rendu exceptionnel, mais il faut payer le prix. Alors je dis pas qu'il faut payer 500 € pour avoir un bon casque, heureusement. Mais si vous voulez un casque multifonction, c'est-à-dire qui est capable de faire du gaming, mais aussi de rendre l'audio, de rendre ses lettres de noblesse à la musique, c'est sûrement plus que 100 €, surtout sans fil. Venons-en au second sujet. Au second sujet, c'est Cyberpunk. Et oui, Cyberpunk, ou plutôt l'essai d'un abonné, Olivier. Je vous invite, j'ai mis le lien en dessous, à aller sur sa chaîne et pourquoi pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ces comparatifs qui sont fort intéressants, sur sa RX 6800 XT en l'occurrence. Et donc il a une carte Saphir qui possède leur propre système DLSS, ou on va dire surtout Fidelity Super Résolution, qui devrait arriver fin d'année, début d'année 2022. Ils ont donc leur propre système d'upscaling intelligent, entre guillemets, qui permet d'upscaler une source quelconque à une source supérieure, par exemple du 1080p vers du 1440p. Et qu'est-ce qu'il constate? C'est assez intéressant, il a mis l'Ultra Ray Tracing sur Cyberpunk en 1440p, sans ce Tri-XX, eh bien il obtient 30 images par seconde, environ. Avec ce Tri-XX, il obtient entre 45 et 50 images par seconde, donc une vraie amélioration. Et bien ça confirme déjà ce que l'on devine, c'est-à-dire que le DLSS ou surtout le Fidelity Super Résolution, ce Tri-XX également, permettent de jouer de façon beaucoup plus confortable à la plupart des jeux, et donc c'est assez intéressant pour une perte de résolution minime. Donc je vous invite à aller voir ces tests, vous verrez, c'est intéressant. Et ça me permet de rebondir sur la nouveauté de la gamme AMD qui va arriver. Enfin, on n'en verra peut-être pas la couleur une fois de plus, c'est-à-dire les RX 6600 et peut-être les RX 6500 qui vont arriver, qui sont basés sur du Navi 23 et qui auront 32 mégaoctets de Infinity Cache. Alors, pour rappel, la 6700 ou 6700 XT a 96 mégaoctets d'Infinity Cache et surtout elle est basée sur du Navi 22 et bien entendu les grosses cartes RX 6800 XT, 6800 et 6900 XT sont basées sur du Navi 21 et ont 128 mégaoctets de cache. Infinity Cache. Donc l'Infinity Cache qui permet d'accélérer, parce que vous savez que les bus sur les cartes AMD sont plus réduits que sur les cartes Nvidia, mais par contre ils ont un troisième niveau de cache interne qui permet d'accélérer les transferts et qui permet finalement de compenser ce bus un peu plus réduit. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus sur ces cartes, sinon qu'effectivement ce sera des cartes d'entrée de gamme entre guillemets, que peut-être on pourra avoir accès à ces cartes, mais c'est même pas sûr, je verrai le moment venu et on pourra faire des comparatifs.
Et ça me permet de rebondir sur Nvidia RTX 3080 Ti qui revient encore. Grâce à Gigabyte qui a présenté 12 modèles, donc 6 modèles OC et 6 modèles non OC. Et ces modèles-là confirment qu'effectivement, il y aura bien 12 Go de mémoire seulement de VRAM, de DDR6X. Bon, c'est un petit peu mieux que la 3080 toute court, qui avait 10 Go, mais c'est quand même pas fulgurant. Et par contre, ça confirme effectivement qu'elle va venir concurrencer, en termes de tout ce qui est tensor core, tout ce qui est ray tracing, etc. Elle va concurrencer quoi? Elle va concurrencer la grande sœur 3090. Voilà, c'est dommage, mais une fois de plus, alors en plus, attention, elle est repoussée, c'est-à-dire qu'elle devait arriver en janvier, arriver en février, arriver en mars, etc. Elle est repoussée en mai, mais pourquoi pas en juin, en juillet, bref, est-ce qu'on en verra la couleur un jour? Je vous dis tout de suite, non. Mais c'est toujours intéressant de suivre ce que va faire Nvidia, et si peut-être, on pourra avoir quand même quelques cartes. Et passons sur le PC gamer. Je me suis toujours intéressé, vous savez, en particulier à la génération d'avant, parce que moi je veux un PC pour faire du montage, plus pourquoi pas pour pouvoir jouer correctement. Et donc je regarde toujours le i7 10700K, où vous m'avez dit oui, mais il est en PCI Express 3.0, il vaut mieux prendre soit du AMD, du Ryzen, soit effectivement de la 11e génération qui va arriver, sauf que c'est pas du tout les mêmes prix. Le i7 10700K, je l'ai vu à 280 €. C'est resté qu'une journée, mais je l'ai vu à 280 € sur Cdiscount. Alors effectivement, là ça devient intéressant par rapport je vous rappelle, au i7 11700K qui est plutôt à 450 €. Il y a quand même une sacrée différence de prix. D'autant plus que pour le i7, on peut prendre, je prends un exemple de carte, il y a plein d'autres cartes mères, n'hésitez pas d'ailleurs à m'en donner celle que vous préférez, mais dans les mêmes gammes de prix, et ça c'est important pour tirer les prix vers le bas en ayant un PC gamer quand même de qualité. J'ai pris par exemple la MSI Z490 Gamer Plus, qui est à 160 €. Alors là elle augmente un petit peu, mais 160 € la carte mère. La même MSI Gamer Plus Z590 pour la 11e génération de Intel, elle vaut 300 €. Vous avez plus 140 € rien que pour la différence de carte. Vous imaginez, c'est quand même juste énorme. Alors certes, en PCI Express 4.0, peut-être avec quelques améliorations, mais quand même, ça fait mal, comme on dit. Donc si on prend ces deux éléments, vous voyez la différence. Alors ce qui est intéressant, c'est que Gamer Nexus, il a fait des essais également. Il a regardé sur le i5 11400 et i5 11600K, parce qu'il a eu obtenu les modèles, et oui, il a de la chance, lui, et il a pu faire des tests. C'est assez intéressant pour le 11600K, qui était l'équivalent finalement en performance au i7 10700K que je vous ai cité. Et donc, je vous vois venir, vous allez dire, tu n'as qu'à prendre le i5 11600K au lieu du i7 10700K, ce qui te permet d'avoir une nouvelle génération, avec le PCI Express 4.0, etc., etc. Oui, mais toujours pareil, il faut une carte mère adaptée. Et les cartes mères adaptées, je vous le répète, c'est quand même plus 140 €. Donc vous avez pour les mêmes performances, finalement, un produit quand même qui est beaucoup plus cher. C'est l'interrogation que je me pose, c'est-à-dire effectivement, si je veux faire évoluer mon PC, effectivement, il vaut mieux que je prenne une carte Z590. Et encore, parce que dans le futur, les nouveaux chipsets Intel, est-ce qu'ils auront encore le même socket? C'est même pas sûr. Et quant aux cartes graphiques, bon déjà, on va attendre, et quand on les aura, qu'est-ce que ça va donner? Je veux dire, en termes de performance, par exemple, le PCI Express 3.0 et 4.0, je dis bien pour les graphiques, pour les cartes graphiques, ne joue pas beaucoup. Ça joue effectivement avec les SSD, avec le transfert, mais pas beaucoup avec tout ce qui est carte graphique. Et donc finalement, le gain que l'on obtient mérite-t-il cette différence de prix? Je n'en suis pas certain. En tout cas, je vais suivre encore ces prix-là, et si c'est en baisse, effectivement, peut-être que je plongerai dedans. Le seul défaut des i7, et même du i5 en l'occurrence, 11e génération, c'est la consommation, c'est le TDP qui est juste énorme, surtout si vous overclockez, parce que vous êtes quand même à 250 watts, ce qui est énorme, ce qui veut dire qu'il faut un ventirad efficace. J'ai par exemple opté pour le Noctua NH F12 qui est à 60 €, qui a l'air très bien, qui est fait pour effectivement le socket 1200 en l'occurrence de la MSI, mais il y a des modèles équivalents pour tous les sockets. Dites-moi ce que vous en pensez, entre guillemets, n'hésitez pas à me donner des marques de ventirad qui soient silencieuses et qui soient dans ces gammes de prix, parce que toujours pareil, j'ai vu effectivement des ventirad beaucoup plus chers, beaucoup plus efficaces. Mais là, on commence à parler de gros PC gamer qui doit être associé à autre chose qu'un i7 par exemple, ou effectivement avec une carte graphique conséquente que je ne possède pas de toute façon, il n'y a aucune carte graphique pour l'instant. Les mémoires, j'ai par exemple
choisi la Corsair Vengeance, 2 fois 8 Go, de la 3200 avec un casque de 16. N'hésitez pas aussi à me dire, pour le même prix, 80 € hein, quand même, 80 € les 16 Go, n'hésitez pas à me dire pour le même prix si vous prendriez autre chose. Bref, soyez de bons conseils, je vous écouterai, je regarderai attentivement. Et donc ça me permet de switcher sur Intel, toujours pareil, on a vu cette 11e génération, et bien ça veut dire quoi sur cette 11e génération? C'est qu'elle ne révolutionne pas le genre. Ils ont un peu rattrapé leur retard effectivement sur AMD, c'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, vous pouvez la regarder, mais ils sont quand même, je dirais, ils ont du retard Intel. Enfin, ils ont mangé leur avance, je dirais plutôt. Aujourd'hui, ils sont plutôt derrière, vous voyez ce que je veux dire? Ils courent après AMD. Alors ils s'en sortiront peut-être avec Alder Lake qui va arriver, je vous rappelle, en 2022. Et il faut savoir que la 11e génération qu'ils viennent de faire, normalement, devait être en 10 nanomètres. C'est ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est le process qui a pêché chez Intel. S'ils étaient en 10 nanomètres, effectivement, ils consommeraient un peu moins et ils auraient pu avoir des performances encore meilleures. Malheureusement, ils sont restés en 14 nanomètres plus et ça leur a coûté très cher. Donc, l'année prochaine, peut-être qu'ils seront en 10 nanomètres. Nous verrons, mais AMD ne va pas rester statique, ils vont faire évoluer également leur architecture dès 2022 et probablement passer peut-être en 5 nanomètres, voire aussi en 3 nanomètres. Et pour finir ce Geek Actu, je vais vous parler de Outriders, j'ai essayé. Alors je vous ai pas fait de gameplay pour l'instant, j'en ferai un si j'ai le temps dans la semaine, un petit gameplay. Qu'est-ce que je pense de ce jeu? C'est un jeu ancienne génération, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que grosso modo, c'est fait sur Unreal Engine 4 et ça se voit. Ça ne veut pas dire que c'est foncièrement mauvais, hein. Il y a une aventure, je verrai ce que ça vaut. Mais ça sent quand même le jeu d'il y a 10 ans, quoi, grosso modo, ou il y a 5-6 ans. C'est-à-dire que c'est pas un jeu vraiment next-gen, loin de là même. En termes de réalisation, en termes de visuel, en termes même d'imagination, c'est-à-dire de créativité, pour l'instant, rien d'exceptionnel, c'est du déjà vu, grosso modo. Alors, ce n'est pas mauvais, ça sent quand même un peu, je dirais, l'aspect ancien, rouillé, si vous voulez, rouillé dans le sens où les déplacements, tout ça, c'est pas tout à fait hyper fluide, c'est fluide mais sans plus. Ça sent le jeu qui n'est plutôt old school que le jeu ultra moderne d'aujourd'hui qu'on pourrait espérer. Voilà, on verra, je vais continuer l'aventure. Il y a une histoire derrière quand même, hein, une histoire un peu à la Gear 5 si vous préférez. Ça m'a fait vraiment penser à un Gear 5, entre guillemets, c'est-à-dire que quand même il y a un background derrière qui s'installe. Est-ce qu'il va être vraiment intéressant? Est-ce qu'il va être, on va dire, épais? Ou est-ce que c'est juste un petit fil conducteur qui va vite être oublié pour faire des combats et puis terminer? Je ne sais pas, je pense que c'est un jeu qui est peut-être plus intéressant effectivement en multijoueur. On peut faire des coopérations à 3 pour explorer ce monde. Peut-être que c'est plus intéressant, vous voyez, avec des micro-casques et vous causez entre collègues et vous vous amusez, quoi, vous vous éclatez. Mais c'est pas le jeu hyper hypant en termes de visuel et en termes de qualité, même si, attention, je n'en suis qu'au début et je vous ferai un gameplay, comme ça vous pourrez juger par vous-même, même si vous en avez déjà vu, je pense, partout ailleurs. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.